la deuxième partie de cette émission. Notre invité politique ce matin, c'est Éric Woerth. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député LR de l'Oise et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Pour vous interroger à mes côtés, ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA, qui représente quel quotidien régional ce matin? Le Progrès de Lyon ce matin sur ce plateau. Voilà, votre interview Éric Woerth sera retransmise sur les sites internet en vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. Vous êtes président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, je l'ai dit. La visite du président chinois en France. J'allais dire, est-ce que ça vaut tous ces désagréments dont vient de nous parler Denis Caro, qui était en direct de Nice, les désagréments qu'il y aura à Paris pour les Parisiens aujourd'hui? Est-ce qu'il fallait dérouler un tapis rouge au président chinois? Est-ce qu'économiquement, au fond, et politiquement, ça en vaut la peine? En tout cas, il faut le recevoir, il faut évidemment parler avec la Chine. Qui peut penser qu'il ne faut pas parler avec la Chine, quelles que soient les critiques qu'on peut formuler vis-à-vis de ce pays, et quelle que soit la vision hégémonique aujourd'hui de la Chine? Il faut parler. Après, moi je ne mesure pas, personne n'a envie de voir les villes totalement embouteillé. Après, il y a des questions de sécurité. C'est un des personnages les plus puissants du monde, donc visé. Je sais bien que ça fait jamais plaisir. Moi, le premier, quand on se retrouve dans les encombrements pour ça. Enfin, je pense que ça, c'est un autre sujet. Le vrai sujet, c'est qu'il faut parler avec la Chine. Il faut que l'Europe, surtout, parle avec la Chine. Et il faut qu'elle parle de manière cohérente, coordonnée. Mais c'est un partenaire collective. Ou un adversaire, la Chine, aujourd'hui? C'est les deux, un adversaire économique, et ça peut être aussi un partenaire sur beaucoup de sujets. C'est comme toujours, le monde est compliqué, comme la nature humaine, elle est compliquée. Donc on voit bien en tout cas que les Chinois, ils ont des projets massifs pendant des années et des années, sur des 10, 20 ans. Les routes de la soie, c'est un projet d'investissement dans des infrastructures type port, aéroport, qui sont absolument considérables. C'est des centaines et des centaines de milliards de dollars. Et on voit bien, au fur et à mesure, elle pousse ses pions. Ça, la Chine, les Chinois sont patients. Ils ont des objectifs, ils essayent de les mener. On voit aussi que l'économie chinoise, quand même, elle commence à se poser plein de questions. On voit qu'il y a toujours énormément de croissance, mais enfin, elle est moins certaine. On voit que le rapport avec les États-Unis est plus complexe. On voit quand même remis en cause un certain nombre de choses. Il n'y a pas de raison d'avoir autant d'asymétrie dans les relations, notamment l'accès au marché public. C'est quelque chose de fondamental. Mais enfin, on les voit aussi partir. De l'aéroport de Toulouse, on les voit partir. Les actionnaires chinois s'en vont. J'espère qu'on ne les verra pas sur ADP. C'est ce que j'allais vous demander. Vous craignez pour ADP? C'est un appel d'offres. C'est un appel d'offres. Le gouvernement a voulu procéder ainsi, donc il y a toujours des risques de voir éventuellement quelqu'un qui remporte cet appel d'offres sans qu'on en ait Pour envie. vous, Alors, un risque. il y a bien sûr que c'est toujours. Je pense que ce serait un risque. Oui, ce serait insupportable pour les Français, pour les Européens. Justement, quand une entreprise française veut s'installer en Chine, elle est obligée de faire un accord avec une entreprise locale. Or, il n'y a pas de réciprocité. Est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe soit un peu plus ferme? Il faut qu'elle soit totalement plus ferme. Mais tous les Européens ne sont pas d'accord là-dessus. Demandez aux Allemands, qui exportent énormément vis-à-vis de la Chine, ils ont une position plus mitigée. Mais la vérité, c'est que sur les années qui viennent, il faut une fermeté. En tout cas, il faut juste accepter d'un côté ce qu'on accepte de l'autre et refuser d'un côté ce qu'on refuse de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire du protectionnisme si la Chine continue à ne pas ouvrir sa marché à l'Union européenne? Il faut se protéger des inégalités de relations, donc de l'asymétrie des relations. C'est vrai pour les marchés publics. Alors, ça avait un sens à une époque, parce que la Chine n'était pas dans l'état de développement qu'elle connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, ça en a moins. Et on voit bien qu'ils privilégient aujourd'hui plutôt les accords bilatéraux que les accords multilatéraux qui ne leur conviennent pas toujours. Donc tout ça doit être vu, corrigé. Mais tant que l'Europe sera divisée, elle aura bien du mal à marquer des points. Et entre nous, il faut vraiment conserver à l'Europe la capacité de négocier sur le plan commercial. Si on était tout seul à négocier sur le plan commercial, à 65 millions, ça ne marcherait pas. Donc il faut négocier avec des marchés de 450 ou 500 millions d'habitants, avec un haut pouvoir d'achat. Sauf si, évidemment, ces marchés sont divisés, ont des intérêts différents. Donc, je pense l'intérêt du couple franco-allemand qui doit rejouer collectif sur beaucoup de sujets. Et Angela Merkel qui sera présente à Paris demain. Autre sujet, 19e samedi de Gilets jaunes, week-end plus calme que le week-end dernier, une blessée plus précisément à Nice. Emmanuel Macron a réagi dans Nice Matin. Ce matin, il faut avoir un comportement responsable quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Il a raison Emmanuel Macron.
Enfin, il le dit brutalement, mais d'abord, la personne est blessée, et je crois assez gravement, donc évidemment, on ne peut que lui souhaiter un rapide rétablissement et dire notre peine à sa famille. Mais la question, elle est aussi de savoir s'il faut aller dans des manifestations interdites, enfin dans des lieux interdits. C'est une question. Donc les personnes qui y vont engagent leurs responsabilités. Alors je sais bien que c'est très désagréable de dire ça, mais c'est la vérité aussi. Il y a des lieux qui sont interdits. Ça fait des semaines qu'il y a des violences partout. Ça fait des semaines que tous ceux qui vont dans ces manifestations savent exactement de quoi il s'agit. Ils savent qu'il peut y avoir des violences. Ce n'est pas les violences de la police. C'est les violences des manifestants. C'est le contexte qui est violent. C'est pas la police de la République. Il ne faut pas l'attaquer sans arrêt. Alors il y a une enquête qui est en cours, je crois. Enfin, en tout cas, la justice a été ou sera saisie. Elle dira les choses. Mais tomber sur la police comme ça systématiquement, enfin, on a une police républicaine. Ça veut dire que c'est une police qui emploie un ordre, qui emploie la force de manière proportionnée. Mais à un moment donné, il y a aussi l'autorité. Et on voit l'autorité aujourd'hui de l'État totalement vaciller, voire la semaine d'avant qui s'est transformée en un naufrage absolu. Et tout ça avec des événements à répétition. Donc l'État, il avait le temps de se caler. Avec donc, une responsabilité du ministre de l'Intérieur. Ce climat de pagaille quand même noir crée évidemment des tensions sur le terrain. Et quand il y a des manifestations de cette nature, on sait à quoi s'attendre quand on y va. Justement, l'économie souffre aussi. On parle de 0,2 points de PIB. Vous dites maintenant il faut que ça s'arrête. Ah bah, oui, moi je le dis depuis longtemps. Je pense qu'il y a d'autres manières que de manifester de cette façon-là ou de servir pour certains gilets jaunes qui ont des convictions qu'on peut pas remettre en doute. Ils ont des convictions, ils les expriment. Enfin, ils peuvent pas être le support ou le cheval de Troie d'un certain nombre de gens qui ont absolument d'autres opinions. Pour tout vous dire, moi j'assiste avec beaucoup de tristesse à ce naufrage de l'autorité de l'État, cette valse hésitation des ministres, à cette incompréhension entre visiblement la police et le gouvernement. C'est quand même anormal qu'un gouvernement vienne sans arrêt un peu pleurnicher à la télévision pour dire mon Dieu, il s'est passé des trucs, c'est pas possible, la République. Enfin, ils en sont en charge. Donc ce qui compte, c'est le résultat. Il y a une obligation de résultat. Tout ça a commencé par Notre-Dame-des-Landes. C'est Notre-Dame-des-Landes qui a été le fait déclencheur du fait que l'État n'exerçait plus l'autorité qu'il devait exercer. Et on a laissé à des bandes violentes mais organisées, on les a laissés gagner le terrain de Notre-Dame-des-Landes. On aurait dû à Notre-Dame-des-Landes, nous on l'a demandé à plusieurs reprises, on aurait dû à Notre-Dame-des-Landes accepter d'aller au conflit majeur et pour bien montrer que l'État républicain, lorsqu'il y avait eu des décisions de justice dans tous les sens, toujours dans le même sens, quand il y a même eu un référendum citoyen, il y avait même eu un référendum citoyen et que tout d'un coup l'État partait la tête basse et une sorte de fuite. L'État a perdu toute autorité jusqu'à la fin du quinquennat ? Je pense qu'à partir de Notre-Dame-des-Landes, c'est le fait déclencheur d'une perte d'autorité fondamentale et très fracturante pour la société française. Et le mouvement des Gilets jaunes, sur d'autres sujets, réplique en fait cela. Un autre sujet, les retraites, sujet que vous connaissez bien. Vous avez mené une réforme, débat la semaine dernière autour du recul de l'âge de départ à la retraite. Jean-Paul Delevoye a confirmé qu'on ne toucherait pas aux 62 ans. Vous êtes pour un recul à 65 ans. Quand vous avez vu la polémique la semaine dernière, est-ce que vous pensez que votre proposition est acceptable par les Français ? Non, mais tous ceux qui parlent aujourd'hui de réforme des retraites sont ceux qui n'ont jamais osé en faire. Donc les gens vous donnent toujours plein de leçons. En fait, ils n'en ont jamais fait, ils l'ont toujours évité. C'est vrai notamment pour les socialistes qui ont juste prolongé les trimestres dans longtemps, qui était en fait la réforme de François Fillon, mais qui était juste prolongée, puis ils ont augmenté les cotisations. Et puis les autres, on ne les a pas vus, personne. Donc c'est toujours la droite, avec Édouard Balladur, avec François Fillon, avec moi en 2010, qui avons essayé de faire en sorte que le système des retraites, il évolue. Parce que c'est comme la vie, donc ça a besoin d'évoluer et de s'adapter, en réalité, aux adaptations de la vie, à l'économie, à l'espérance de vie, à tous ces sujets, à la façon de travailler. Donc il faut le faire, et on voit bien qu'il faut répondre à la question que se posent les Français systématiquement là-dessus. À quel âge je pars ? C'est la première des questions que vont poser les Français. Justement, à quel âge je pars ? Avec quelle pension ?
Et est-ce que c'est garanti? Est-ce que pendant toutes ces années, 25 ans quand même, aujourd'hui en moyenne en retraite, est-ce que mes revenus de retraite, de pension seront garantis? Donc on voit bien que l'espérance de vie augmente et qu'il faut augmenter au fur et à mesure du temps l'âge à laquelle on peut partir en retraite. C'est une retraite à la carte aujourd'hui, mais à la carte à partir de 62 ans. Mais il faut monter peut-être d'un trimestre par an, jusque dans les années 2030 ou 2032. Il faut remonter de 3 ans l'âge de la retraite pour assurer le financement des régimes de retraite. Et la vraie injustice aujourd'hui, c'est les régimes spéciaux. La vraie injustice, quand le président de la République dit « je veux combattre toutes les injustices », mais d'abord, on le fait depuis bien longtemps. Mais la véritable injustice, c'est les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent extrêmement tôt, bien plus tôt que les autres. Ça, c'est super injuste s'il n'y a pas de raison très objective de le faire et pas des raisons historiques. Et je vois bien que M. Delevoye, son équipe, a bien du mal à répondre à cette question parce qu'il ne se pose pas les bonnes questions. Depuis le début, il ne se pose pas les bonnes questions. Et c'est ce qui crée d'ailleurs les couacs, la cacophonie au gouvernement sur un sujet aussi important. Un jour, Mme Buzyn dit ça, le lendemain, le Premier ministre dit ça. On dit qu'ils ont mal interprété. La lecture d'un texte par Mme Buzyn devant l'Assemblée nationale la semaine dernière était un peu pathétique, pour tout vous dire. Elle lisait ce que son cabinet lui avait dit pour essayer sur ce sujet, sur cette réforme pour manger son chapeau. Le gouvernement est capable de faire cette réforme, selon vous? Mais il est capable de faire une réforme à minima, oui. Il est capable de faire une réforme comme on fait des socialistes à une époque, c'est-à-dire à minima, c'est-à-dire sans répondre à la question, aux 3 questions que je posais, sans répondre à ces questions-là. Et le système de retraite, il faut évidemment le rendre plus juste. Mais comme je le dis, je le redis, la vraie injustice, c'est qu'il y ait des personnes qui partent à 57, 58 ans, quand les autres vont partir à 62 ans. Fin des régimes spéciaux. On a fait des choses. Nous, on avait fait des choses sur les régimes spéciaux. On a augmenté de 2 ans. On a fait en sorte que ce soit le même nombre de trimestres. Donc on voit évidemment l'âge dériver au moins aussi sur les régimes spéciaux. Mais vous ne les avez jamais totalement supprimés. Non, mais il faut mettre tout le monde à égalité et certainement faire en sorte que pour des personnes qui sont atteintes dans leur physique, qui ont du mal aujourd'hui à travailler parce que leurs conditions de travail ont été extrêmement difficiles, il ne faut pas faire l'usine à gaz des socialistes, il faut essayer de le mesurer médicalement avec tous les instruments qu'on a aujourd'hui, mais ça ne peut être que l'exception. Éric Woerth, député LR de l'Oise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, notre invité politique ce matin. Éric Woerth, vous faites un certain nombre de propositions pour la sortie du grand débat, le tout débattu à l'Assemblée nationale lors de propositions de loi début avril. C'est le retour de la droite qui a des idées? En tout cas, la droite, elle ne sera crédible que si elle a des idées. Et pas toujours les mêmes idées. Alors, on peut avoir les mêmes valeurs. Ça, c'est les mêmes valeurs. Il ne faut pas changer de valeur toutes les 3 semaines. Mais sur les idées, il ne faut pas en changer toutes les 3 semaines non plus. Mais il faut, au fur et à mesure du temps, les peaufiner et puis s'adapter aussi à la société qui change. On présentera avec Christian Jacob cette semaine en commission, la semaine prochaine, je crois, dans l'hémicycle, une proposition de loi sur le rétablissement du pouvoir d'achat. Enfin, la réparation, en réalité, des 20 premiers mois d'Emmanuel Macron. Baisse de l'impôt sur le revenu de 10%, revenir sur la hausse de la CSG pour les retraités. Revenir sur la CSG, réindexer les pensions. Moi, j'ai pensé qu'il fallait aller plus loin aussi. Donc, on en a discuté avec le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Et j'ai fait un certain nombre de propositions. Par exemple, se dire, dans les débats aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent on ne sait pas où notre argent va. On paye des impôts, beaucoup d'impôts. On est champion du monde sur tous les impôts. Donc, on paye beaucoup d'impôts, mais on ne sait jamais où ça va. Je propose, par exemple, que 5% de l'impôt sur le revenu que vous payez, vous puissiez l'affecter à la politique de votre choix. Est-ce que je voudrais que ces 5%, ils aillent à l'éducation nationale, ils aillent à la défense nationale ou à la réduction de la dette, d'ailleurs? Ça montrerait qu'il y a aussi un impôt participatif et pas uniquement une démocratie participative. Justement, quand on regarde les revendications dans les cahiers de doléances, c'est on veut plus de profs, on veut plus d'infirmières, on veut plus de policiers. Comment on fait pour concilier cette exigence de service public fort avec la dépense la baisse de la dépense publique, parce que c'est pas baisser les indemnités des élus qui redressera les comptes. Il faut, c'est un vaste sujet, la baisse de la dépense publique, donc il faut continuer à la baisser. Les Républicains sont le seul parti politique à avoir fait des propositions précises. On a présenté avec Laurent Wauquiez un projet à 20 milliards d'euros. Il faut augmenter tout cela. Il faut aller plus loin, mais enfin, ni En Marche, ni d'ailleurs le gouvernement n'a jamais présenté un plan de réduction de la dépense. Il faut plus de services publics, mais on le délivrera autrement. Il faut du service
services de proximité. La proximité peut prendre plusieurs formes. Il faut aussi que la vraie question qui émerge beaucoup qu'on connaît par cœur, mais qui émerge beaucoup, c'est la santé. C'est-à-dire la proximité, l'offre de santé, qui est de plus en plus éloignée parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc il faut évidemment là-dessus agir très vite. Et là-dessus, il y a des solutions, enfin de fond. Juste peut-être on les développera la prochaine fois. Un mot sur la fiscalité écologique, juste dans ce que vous proposez, puisque c'est de là qu'est partie la colère des Gilets jaunes. Vous voulez réserver une part verte dans l'ensemble des grands impôts français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment on fait pour entrer dans un monde meilleur? Normalement, on veut entrer dans un monde meilleur, moins carboné, où on respecte la planète, etc. Mais comment entrer dans un monde meilleur avec une vision punitive de ce monde? On te punit, on augmente ton carburant. Et puis c'est pas juste, votre carburant, quel que soit votre revenu, c'est le même prix. Donc que vous soyez extrêmement aisé ou que vous soyez extrêmement pauvre, vous paierez votre plein de la même manière. Moi, je pense qu'il faut évidemment garder un prix du carbone, mais ce prix du carbone, il doit être global et il doit permettre d'asseoir une fiscalité, une part verte dans tous les impôts. Si vous avez une TVA à 20%, vous pouvez réserver 1 point, 2 points de TVA à des politiques vertes, c'est-à-dire réparation de tous les dégâts environnementaux, mais surtout transition écologique. C'est vrai pour l'impôt sur le revenu, c'est vrai pour l'impôt sur le capital. Ce serait juste parce que ça contribuerait, dans la fiscalité française, on a beau la critiquer, elle redistribue beaucoup. Elle est très redistributive et elle est très progressive et très concentrée sur les plus aisés. Donc ce serait une manière tout à fait nouvelle, il me semble-t-il, plus acceptable que l'augmentation totalement débridée de l'essence ou de l'énergie. Alors justement, Nicolas Sarkozy avait tenté une TVA sociale. Est-ce que vous êtes pour une TVA modulable, première nécessité? Non, parce que la TVA, d'abord vous êtes tenu par des taux, donc aujourd'hui tous ceux qui disent qu'on n'a qu'à prendre, on n'a qu'à mettre un taux il y a des règles européennes qui peuvent évoluer, mais enfin pour l'instant elles ne sont pas prêtes de le faire. Il y a des taux, on voit bien d'ailleurs que quand même la grande partie c'est plutôt à 20%, donc c'est là-dessus que les choses, et qu'il y a un taux à 2,1, vos médicaments c'est 2,1, qu'il y a un taux faible aussi à 5,5, donc tout ça existe déjà. Éric Woerth, vous étiez sur ce plateau d'ailleurs un peu critique vis-à-vis de François-Xavier Bellamy. Les premiers pas de cette campagne semblent démontrer que, vous vous êtes trompé, mais en tout cas qu'il s'en sort mieux qu'il n'était prévu par les observateurs. Vous actez ça ? Ah mais moi je souhaite pas du tout la défaite de ma famille politique, je souhaite sa victoire. J'ai contesté sur le profil, j'étais sur le profil, pas sur l'homme, j'ai jamais attaqué les hommes. Heureusement qu'il y en a une tête de liste qui soit capable de parler de l'Europe et plutôt bien. Enfin c'était quand même heureusement qu'on a choisi quelqu'un comme cela. Donc je pense que notre marge de progrès elle est importante, qu'aujourd'hui on est encore à des niveaux faibles, voire très faibles, mais qu'il y a une progression. Donc ce qui compte en politique c'est quand même la dynamique. Jusqu'au socle de François Fillon. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire. Et puis il faut qu'on régénère notre pensée. Il faut qu'on s'appuie sur tout le monde, sur les plus âgés, les plus expérimentés, les plus jeunes. Enfin, il faut vraiment qu'on s'appuie sur tout le monde. Il faut qu'on soit extraordinairement ouvert et attentif à ce qui se passe. Et il faut qu'on s'adapte à ce qui se passe avec un cap. En tout cas, la campagne est lancée. Je soutiens évidemment cette liste, comme tous mes amis. Et je voudrais que la droite soit ce qu'elle devrait être depuis maintenant une vingtaine de mois, c'est-à-dire soit une réelle solution d'alternative aujourd'hui au débat entre M. Macron et Mme Le Pen. Ce débat n'a aucun sens. Merci Éric Woerth, député LR de l'Oise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, d'avoir été notre invité politique ce matin. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Merci Oriane Mancini, merci Pascal Jalabert. Et Éric Woerth quitte ce plateau, font leurs entrées. Eh bien, Jean-François Beige, qui est rédacteur en chef du Courrier du Parlement, il arrive. Il est derrière moi. Et Guillaume Doyen de la Gazette des Communes. Il arrive. Il est devant moi. Merci, messieurs, d'être là pour cette deuxième partie de l'émission. Vous avez entendu le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale dire qu'au fond, allez, Jean-François Beige, on commence par vous, c'était quand même très important qu'un président chinois effectue une visite en France, traite de cette manière-là la France, évidemment, pour notre commerce extérieur, par rapport à ce qui se passe avec le traité commercial américain et par rapport, au fond, à la géostratégie et au multilatéralisme cher à notre président Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, on voit bien que ce qui est à retenir du propos de Woerth, qui est très intéressant, c'est la notion de partenaire et de concurrent. C'est comme ça aujourd'hui. Les relations entre les pays, c'est ça.
On est à la fois amis et ennemis, c'est ça? Voilà, amis et ennemis. Et il faut être très réaliste surtout, et jamais naïf. Pragmatisme, c'est ça que joue Emmanuel Macron dans cette affaire? Oui, alors il a échoué déjà, hein, Macron, dans ses affaires de pragmatisme. Avec Trump, il n'est pas arrivé à grand-chose en réalité. Il faut dire quand même que la Chine, et Eric Woerth a effleuré les sujets là. Elle n'est pas dans une situation facile, la Chine, aujourd'hui. Avec les États-Unis, hein, vous avez vu, économiquement, ça reste élevé, mais ça freine. Elle a un problème démographique important. La politique de l'enfant unique a porté ses fruits, et où ils sont aujourd'hui une population vieillissante. Et les rapports avec les États-Unis. Voilà, et les rapports avec les États-Unis. Ça se passe pas bien. Tout ça fait que c'est un pays quand même qui doit réfléchir à son modèle et le transformer. Et par voie de conséquence aussi tenter de s'entendre bien avec les Européens qui lui reprochent volontiers des rapports totalement asymétriques. Hein. Avoir accès au marché chinois est très loin d'être évident. Deuxième sujet d'actualité traité par Eric Woerth sur ce plateau tout à l'heure, les retraites. Alors il a été l'homme de la réforme des retraites de François Fillon. On avait dit à l'époque, vous vous rappelez très bien, Jean-François Beige, que Nicolas Sarkozy avait freiné François Fillon dans sa décision d'allonger donc la durée de travail, du travail dans une vie. Vous sentez quoi? Une réforme à minima, comme il a l'air de le penser, Eric Woerth? Oui, parce qu'il y a les endroits, c'est comme lorsqu'un kinésithérapeute appuie sur certaines vertèbres qui font mal, et la vertèbre qui fait mal dans la ligne des retraites, c'est les régimes spéciaux et la durée de cotisation. Or, il y a des réalités démographiques qui font qu'on vit plus longtemps. C'est très difficile, et surtout les coûts. Aujourd'hui, ça servirait à rien de mettre beaucoup de gens à la retraite d'un coup si on ne peut pas financer les périodes où ils vont être dépendants, où elles vont être dépendantes, etc. Donc c'est un problème très compliqué qui doit prendre en compte aussi l'état de santé publique des personnes âgées. Guillaume Doyen, le Sénat et le président de la République. On a donc ressenti, et on a beaucoup décrit dans cette émission, le malaise de l'Élysée et des macronistes après donc, ce qui s'est passé la semaine dernière à propos de l'affaire Benalla, où donc, le Sénat a décidé de s'adresser à la justice pour lui demander de trancher en réalité le rôle que les collaborateurs du président de la République avaient eu dans cette affaire. C'est de nature à quoi? Compliquer le système législatif et institutionnel? Je vous demande à vous d'abord, parce qu'il y a un éditorial de Jean-François Beige là-dessus, après. Je vais vous dire, alors, très rapidement, là, avant de laisser la parole à Jean-François, c'est de nature, si ça dure, c'est de nature à compliquer toute opération pour laquelle on a besoin du Sénat. Par exemple, une réforme des institutions. Donc, la France a quand même besoin de réformer de temps à autre son système institutionnel pour 1000 raisons. Ça va le freiner? Ça va quoi? Mais si vous voulez, là, le grand projet du gouvernement, on n'en entend plus parler, on dirait que c'est enterré. C'était quand même de faire une réforme de la Constitution qui comprenait un certain nombre de modifications, du nombre de parlementaires éventuellement, etc. Donc, il fallait l'accord quand même des deux chambres, comme pour toute réforme de ce type-là. Donc, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Certes, les pouvoirs sont indépendants, mais ils ne sont pas censés être en conflit de manière structurelle. Donc il faut trouver une porte de sortie. Jean-François Beige, votre édito, c'est deux irremplaçables, le titre. Les deux irremplaçables, c'est Emmanuel Macron, président de la République, et le Sénat. Et oui, parce que les Gilets jaunes qui veulent remplacer Macron, ils oublient quand même qu'il y a des règles institutionnelles, qu'on a eu une élection présidentielle il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans même pas, il n'y a pas encore 2 ans. Donc Macron, il est irremplaçable. Et le Sénat, pourquoi il est irremplaçable? Eh bien parce que selon ce que disait Montesquieu, un pouvoir doit arrêter un autre pouvoir. Et ce que fait le Sénat aujourd'hui autour de l'affaire Benalla, c'est tout simplement de montrer que le président de la République n'a pas tous les pouvoirs, qu'il y a une chambre élue qui peut arrêter le pouvoir présidentiel. Et ce n'est pas un mal sous la Ve République, parce que le président concentre beaucoup de pouvoir. Donc le Sénat est irremplaçable dans ce rôle de contrôle des institutions. Et comme l'Assemblée aussi, soit on supprime, on ne peut pas garder des assemblées parlementaires pour leur dire de ne rien faire, parce que c'est pour le coup là qu'on dirait qu'elles sont inutiles. Donc si elles existent, eh bien il faut qu'elles travaillent, et surtout qu'un pouvoir arrête un autre pouvoir. Guillaume Doyen, alors sans faire de prévision, vous imaginez que ça peut continuer de se tendre, ou alors
au fond, ces deux institutions ont intérêt, au fond, à s'accorder? Moi, je pense que c'est pas tellement le Sénat qui a intérêt à s'accorder. Dans la situation actuelle, c'est la présidence de la République, l'exécutif, qui a intérêt à s'entendre avec le Sénat qui a démontré son efficacité et son utilité dans toute l'affaire Benalla, avec une commission d'enquête qui a été d'une grande qualité et qui a redonné aux Français, moi je pense, la vision de l'intérêt qu'il y ait d'avoir deux chambres. Une chambre, l'Assemblée, mais elle qui est quand même assez inféodée à l'exécutif, et une autre chambre d'opposition qui a fait son travail d'enquête avec un grand sérieux et qui a rendu un rapport dont on peut discuter, mais quand même qui est très bien fait. Jean-François Beige, cet édito, il est regardé, comment j'allais dire, du côté de l'Assemblée nationale? Je pense qu'il n'y a pas de jalousie. Évidemment, il y a une majorité parlementaire qui ne correspond pas à la majorité sénatoriale, ce qui est très sain. Mais tout le monde, je pense, tous les parlementaires sont quand même persuadés de l'utilité du bicamérisme. Vous remarquerez aussi que le président Larcher, le président du Sénat, avait été d'accord sur une réforme du Sénat. Il avait laissé pas mal de perspectives ouvertes sur le nombre de sénateurs, la durée du mandat, les compétences propres. Mais de là à vouloir supprimer le Sénat, le jeter en pâture à ceux qui veulent toujours moins d'élus, je pense que ce serait une erreur gravissime. Merci Jean-François Beige, rédacteur en chef du Courrier du Parlement, et Guillaume Doyen, rédacteur en chef de la Gazette des communes, des départements et des régions. On ne l'oublie pas, et les élus s'y voient déjà. C'est l'organisation à la carte, c'est la une de la Gazette des communes. Merci à vous. Messieurs, on regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarius, qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos ce matin chez nos confrères et aussi dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier. On se retrouve après, à tout de suite. Pour cette 19e journée de mobilisation des Gilets jaunes, un seul mot d'ordre, la fermeté. Une stratégie payante selon le ministre de l'Intérieur, malgré quelques tensions. Hier, c'était une démonstration claire, qu'avec des consignes claires sur toute la ligne de hiérarchie et avec des moyens adaptés, on arrive à concilier le droit de manifester et la sécurité dans notre pays. On va quand même pas applaudir dès demain pour se dire qu'enfin, après 19 semaines, il y a eu une manifestation qui s'est plutôt bien passée, même si, encore une fois, il faut penser à cette personne qui a été blessée à Nice. Aux alentours de 11h, place Garibaldi, les CRS décident de charger pour disperser la soixantaine de manifestants présents. Geneviève Leguet, 73 ans, vient d'être heurtée par un CRS. Elle se retrouve au sol, le visage en sang. À chaque fois qu'il y a des incidents de ce type-là dans les manifestations, il faut les éclaircir. Il y a d'ailleurs à chaque fois des enquêtes qui sont en cours. Je pense que c'est juste de le faire comme ça. C'est sain pour notre démocratie. Donc là aussi, il faudra en connaître toutes les modalités, toutes les circonstances. Mais je veux l'appel à la sagesse du président. Ce matin adresser, moi aussi, mes souhaits de rétablissement à cette personne-là. On voit souvent M. Castaner et on oublie ensuite le bourreau, c'est Mme Belloubet. Avec la garde des Sceaux. Oui, la garde des Sceaux, qui a donné personnellement des consignes de fermeté, qui s'est présenté dans un tribunal. Jean-Luc Mélenchon, il cherche l'escalade des violences. Jean-Luc Mélenchon, il aimerait, je pense, qu'on ait un accident grave dans une manifestation. Si quelqu'un venait à décéder dans une manifestation, je ne suis pas sûr qu'il le regretterait. En tout cas, je pense que ça servirait, sa course à l'escalade et sa course à l'instrumentalisation. Monsieur Attal fait le numéro des robots de la République en marche. On leur met une feuille avec des trous, vous savez, comme dans un piano mécanique, et il débite leurs arguments de langage. Chaque fois qu'il y a un nouveau président français qui est élu, il prend son avion pour Berlin, pour Bruxelles, et c'est terminé. D'ailleurs, qu'est-ce que dit M. Juncker? Il dit « la démocratie ne peut pas aller contre les traités ». Et que dit Mme Merkel? Il dit finalement, la démocratie doit se conformer au marché. Voilà. Avec le calme et l'authenticité. Les deux chefs d'État, dans ce cadre somptueux, face à la mer. Je peux ressentir la tranquillité. Je me sens très à l'aise. Et bienvenue. Il faut que l'État stratège, soit capable de protéger notre économie avec une stratégie industrielle qui soit nationale. Il y a un décret, par exemple, le décret Montebourg, qui permet notamment de protéger nos entreprises stratégiques, nos secteurs stratégiques, en empêchant leur vente à des intérêts étrangers. Il faut aujourd'hui renforcer ce décret et faire du protectionnisme et du patriotisme économique. Voilà, dans un instant, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique, c'est Territoire Sénat. À tout de suite.